Je suis avec Pierre Santini dans la très belle salle du théâtre sicilien de l'ambassade d'Italie en France. Pierre Santini est ici pour un récital consacré à Carlo Goldoni, ce grand homme de théâtre qui a passé sa vie entre Venise et Paris, qui est un interprète de l'âme vénitienne, mais en même temps il a écrit son autobiographie en français et a passé la dernière période de sa vie à Paris. Donc une sorte de pont culturel entre l'Italie et la France. Cet événement fait partie du cycle dirigé par Maurizio Scaparro qui s'appelle Les liaisons heureuses, réalisé à l'occasion du semestre de présidence italienne de l'Union européenne. Alors, Pierre Santini lui aussi est à cheval entre l'Italie et la France. Il a des origines italiennes auxquelles il reste très lié, mais c'est un acteur français très connu par le public français et donc de culture française. De naissance parisienne, avec des parents italiens. Je suis de 3/4 de sang italien et 1/4 français, mais je suis double nationalité, ce qui fait que tout en étant un acteur français et parisien, je veux être vraiment dans mon cœur très italien et dans ma culture, et je cultive ma connaissance de la langue italienne, je regarde beaucoup la littérature, le cinéma, les arts d'Italie, j'aime aller en Italie plus que nulle part ailleurs, donc moi je suis resté très attaché à l'Italie. Et alors, justement, cette rencontre avec Goldoni, que forcément en tant qu'homme de théâtre, on rencontre plusieurs fois dans sa vie, parce que c'est un des grands maîtres de l'art dramatique, cette rencontre avec Goldoni m'a touché justement pour ça, parce que quand un grand dramaturge italien passe à tant de succès dans toutes les grandes villes d'Italie, à Venise, à Parme, partout, et puis tout d'un coup vient sur un contrat de 2 ans rencontrer la troupe italienne de Paris, qui à l'époque était un peu en difficulté parce que vieillissante pas seulement par l'âge des acteurs, mais vieillissante par le style et tout, et bien tout d'un coup il va rester jusqu'à la fin de ses jours à Paris, apprendre la langue française, assez bien pour pouvoir écrire ses mémoires, et pas seulement ses mémoires en France, mais ses mémoires d'avant. Je crois qu'il n'y a qu'un homme de théâtre qui a impressionné Goldoni, c'est Molière. Oui. Voilà, il a considéré quand même toute sa vie Molière comme étant le grand maître du théâtre latin, français, italien et tout. Et Goldoni qui avait une fantaisie tout à fait différente, une poésie tout à fait différente, une approche des histoires et des personnages très différentes, très, très drôles, mais aussi très vrais, mais très imprégnés du monde qu'il connaissait. Gardait pour Molière une fascination. Pourquoi? Parce que le théâtre italien restait un petit peu sur les canons de la commedia dell'arte, avec beaucoup d'acteurs qui aimaient travailler au canevas, au canovaccio, et improviser sur les canevas en fonction d'improvisations qui petit à petit, au fil des décennies, devenaient un tout petit peu systématiques ou routinières. Donc lui, Goldoni avait envie, et c'est en ce sens qu'il a réformé le théâtre italien, et qu'à Paris, il a aussi tenu le même discours avec les comédiens italiens d'abord, puis avec le théâtre français, le respect du texte de l'auteur, d'un texte écrit, avec des scènes écrites, qui permettent aux acteurs, une fois qu'ils ont appris un texte, ce qu'ils ne faisaient pas avant, de jouer leur personnage avec un maximum de liberté, mais de liberté encadré. Voilà. Donc il s'est inspiré de la commedia dell'arte, mais il l'a refondé. Il a refondé complètement. Il a repris certains personnages. On voit des arlequins, on voit des pantalons, mais il a quand même eu un regard très moderne pour son époque.
Et il a, si vous voulez, supprimé, même s'il a gardé un peu ou des masques ou des personnages comme ça de la commedia dell'arte, il les a quand même inscrits dans une réalité, dans une vie qui était celle de la société qu'il avait envie de décrire et qui était très intéressante parce que justement, on sortait un petit peu des canevas habituels. Voilà. Vous allez présenter plusieurs passages de Goldoni ce soir. Quels sont les plus significatifs? Ben, je vais vous laisser la surprise, mais pour les gens qui regardent cet entretien, je pense que j'ai voulu d'abord rendre hommage à Goldoni à travers la Locandiera, qui est quand même un de ses chefs-d'œuvre, pas le seul, mais un de ses chefs-d'œuvre. J'ai voulu rendre hommage, oui, bien sûr. J'ai voulu rendre hommage aussi à un Goldoni qui est inspiré par le théâtre français, a écrit une pièce sur la vie de Molière, une pièce qui s'appelle L'Avare. Donc je vais amener petit à petit le public à retrouver ça. Je vais amener le public aussi à faire une petite mise en abîme, comme on dit aujourd'hui, du théâtre, en allant visiter le théâtre dans le théâtre, c'est-à-dire le théâtre comico, le théâtre comique, qui est une pièce de Goldoni sur les gens de théâtre. Et puis comme ça, toute une série de petits extraits, la plupart en français, il y en aura un ou deux en italien, mais la plupart en français, qui permettent de voir un petit peu le style de Goldoni, son approche en tant qu'auteur résident en France, parce qu'il a écrit aussi en France, Le Bourru bienfaisant par exemple. Ouais. Il burbero benefico. Il burbero benefico. Traduit en italien. Il burbero di buon cuore. Ah voilà, aussi. Et alors donc, on va faire cette approche-là, en alternance avec ces scènes, des extraits des mémoires qui permettront de faire avec lui un petit trajet de son départ de Venise et Parme jusqu'à son arrivée à Paris et jusqu'à la fin des mémoires, qu'il finit d'écrire avant sa mort bien sûr, mais à un moment qu'il avait décidé lui-même. Et il dit maintenant, critiquez-moi ce que vous voulez, moi je l'ai fait avec le maximum de sincérité, de vérité, ça ne plaira pas à tout le monde, mais sachez que j'ai fait ça, ça m'a amusé de vous raconter, et en même temps, moi maintenant je vais dire les choses qui m'amusent aussi. Alors, j'espère que les visiteurs de notre site vont apprécier encore davantage les morceaux de ce récital que nous allons vous proposer après la conversation où Pierre Santini nous a donné son sentiment sur Goldoni et sur le spectacle de ce soir. Il faut quand même dire que pour nous les gens de théâtre, pour les acteurs surtout, c'est un cadeau du ciel, parce que ces dialogues sont d'une vie, d'une vérité, d'une liberté, d'une drôlerie inégalée. C'est merveilleux de jouer les grands auteurs, toujours, que ce soit Shakespeare, Corneille, Molière, Racine, Goldoni, Pirandello, ce qui vous voulez. Dès qu'on a des grands auteurs, c'est un grand bonheur pour nous les artistes. Le texte, la littérature dramatique, pour nous, c'est la vie. Mais après, il y a certains auteurs qu'on approche plus facilement que d'autres. Parce qu'on est fait comme ci ou comme ça, parce qu'on a une culture comme ci, comme ça, parce qu'on a des origines, une formation. Moi, je dois dire que le théâtre latin, méditerranéen, français, italien, me touche beaucoup parce qu'il me fait vibrer personnellement au fond de moi-même. Je suis peut-être un peu moins sensible, pas sensible, mais j'approche moins facilement le théâtre germanique ou le théâtre anglo-saxon ou le théâtre scandinave parce que ce sont des cultures, des langages, des modes de vie et tout ça que je connais moins bien ou qui me sont moins familiers. Vous ressentez Shakespeare comme moins proche de vous? Ah ben Shakespeare, c'est un cas particulier, je veux dire. Que Shakespeare, c'est tellement varié, aussi bien dans les tragiques, dans les comédies, c'est une grande variété. Et puis c'est le plus grand représentant d'une époque bénie du théâtre, qui était l'époque élisabéthaine. Il y a eu des grandes époques du théâtre pendant chaque pays. Je crois que pour la France, c'est le classicisme, une des grandes périodes, le XVIIe siècle. Pour
le théâtre anglais, c'est le 15e, 16e siècle, l'époque élisabéthaine. Bon, le théâtre italien, c'est peut-être le 18e et le 20e. Il y a des grandes périodes comme ça, où là, tout d'un coup, la grande écriture des grands auteurs dépasse largement notre subjectivité. On est obligé de reconnaître qu'on est là en face. Alors Shakespeare, c'est merveilleux de jouer Shakespeare, si les traductions sont bonnes, et ce n'est pas toujours le cas, c'est pas toujours facile. Et Shakespeare, les traductions doivent évoluer avec le temps, parce que les mots de l'époque sont aussi importants que les mots qu'il a écrits lui. Molière, la question ne se pose pas, je le joue dans ma langue. Goldoni, je crois que la traduction est facile parce que c'est un langage très réel, très réaliste, très vrai, très drôle, très léger, très pétillant, mais il y a aussi une nécessité d'actualiser le dialogue avec des mots d'aujourd'hui, etc., pour le rendre vivant, pour que les gens d'aujourd'hui soient touchés par ces auteurs. Il faut aussi, surtout les auteurs étrangers bien sûr, il faut aussi leur injecter un petit peu de modernité, ouais, dans la mise en scène, mais dans l'écriture aussi. Voilà, donc ce soir, c'est Goldoni qui est à l'honneur. Grazie, grazie Pier Santini. Prego. Bonsoir, une soirée très spéciale dans le théâtre sicilien du 18e de l'ambassade d'Italie à Paris. Un spectacle sur un auteur italien qui a écrit aussi en français, et donc le projet de Maurizio Scaparro, Les Liaisons Heureuses, un projet entre Rome, Florence et Paris autour de Goldoni, le père de la comédie moderne, et des textes qui ont été réarrangés, et les textes de base sont en français, ce que vous allez écouter grâce à Pierre Santini. Pierre Santini est une grande personnalité qui nous a fait le privilège d'être avec nous ce soir. Il y a Valeria Mastrangelo, une jeune comédienne italienne, et surtout il y a un grand personnage que vous connaissez très bien, Goldoni. Mais je ne vais pas dire beaucoup de choses en plus, ce n'est que ce spectacle ce soir très spécial pour vous et pour nous, est sous l'égide de la présidence italienne de l'Union européenne, donc un moment très important pour l'Europe, pour l'Italie, pour la France et pour nous tous qui voulons que la culture nous éclaire dans nos choix, ce qui est souhaitable, mais ce n'est pas toujours comme ça. Enfin, un mot pour remercier Montepaschi Bank qui soutient la présidence italienne pendant ce semestre en France, et donc je remercie en particulier le directeur Bonucci et à travers lui toute son équipe. Sans me prolonger, parce qu'il y a toujours des diplomates qui veulent prendre la place des metteurs en scène des acteurs, je demande à Maurizio Scaparro de nous éclairer un peu avec son talent, une grande personnalité qui est bien connue par le public français, aussi parce qu'il est un des pères du théâtre de l'Europe. Merci Maurizio Scaparro d'être avec nous. Grazie ambasciatore. Io penso che tra parlare un cattivo francese e tentare di parlare con un modesto italiano preferisco la seconda parte. Tra noi parlo sempre francese vergognandomi poco. Allora, intanto era soltanto per dirvi che volevo dire grazie all'ambasciatore, ma non soltanto all'ambasciatore, al console d'Italia, al direttore dell'Istituto di Cultura, da cui nasce un po' questa riunione, perché quando lei venne a vedere Leonora Duse all'istituto ci demmo un appuntamento che oggi realizziamo. Goldoni e Santini. Santini è un grande attore francese che io conosco da tempo, siamo amici, è importante che lui sia oggi qui a rappresentare uno dei momenti delle Liaisons Heureuses, che si chiama Goldoni. Goldoni, come sapete, è stranato a Venezia e ha vissuto l'ultima parte della sua vita a Parigi. A Parigi è morto, ha scritto i suoi memoir in francese, non bellissimo come il testo è bellissimo, ma il francese non era perfetto, un po' come sarebbe il mio. Però era molto importante, voi sapete che in quel periodo c'era una grande importanza che si dava alla lingua francese in Europa. Il fatto che noi siamo qui oggi a ricordare l'Europa mi fa pensare che dobbiamo essere tutti consapevoli che viviamo un momento molto delicato
lo dico, forse non è diplomatico che lo dica, ma si può dire, non è sempre diplomatico, anni fa speravamo che nascesse l'Europa della cultura, è nata l'Europa delle banche, non è la stessa cosa. Il nostro compito non è protestare, è tentare con il vostro aiuto di ricordare che l'Italia e la Francia sono due pilastri della cultura europea e l'Europa è un pilastro della cultura mondiale. Senza di noi non si va avanti. Allora noi dobbiamo continuare a fare il nostro mestiere, a stare serrati attorno a questa, non a Goldoni, ma in generale alla cultura, a stare assieme, al sapere che si può sognare anche in periodi di tweet, si può pensare anche dicendo c'era una volta, che è più rapido, il pensiero è più rapido di ogni tweet e noi sappiamo che oggi il grande incontro è con i nuovi linguaggi della comunicazione e fare teatro come abbiamo fatto oggi inaugurando la sala del liceo italiano restaurata e portata anche a sala spettacolo, no? Console, lei ha visto il festa che ci hanno fatto, tra l'altro hanno presentato un mio film che era l'ultimo Pulcinella con Massimo Ranieri e quello è un altro posto dove cerchiamo di ricordare chi siamo e cosa vogliamo fare, tutti assieme, sapere che oggi un'altra Europa è possibile e si può fare nel nome della cultura e grazie a voi. Pronto? Pronto? Allô? Allô, oui, ma chérie, oui, je sais. Je suis en retard, oui, comme d'habitude, je sais. Comment? Mais oui, mais attends, c'est pas de ma faute, là, c'est pas de ma faute, je te jure, je peux pas tout de suite, là. Oui, je suis au théâtre, là. Eh oui, au théâtre italien de l'ambassade, là, tu sais. Je vais voir la comédienne, là, qui a été envoyée par monsieur l'ambassadeur. Oui, bah, qu'est-ce que tu dis pas, je suis obligé de la recevoir. Mais si, je t'en ai parlé de cette comédienne qui fait du cinéma, puis qui voudrait faire du théâtre. Elles sont toutes comme ça, de toute façon. Elles veulent toutes faire du théâtre, comme si c'était si facile de faire du théâtre. Hein? Non, mais attends, t'inquiète pas, je m'en débarrasse. Dans 2 minutes, je suis dit. D'accord, je te rappelle et j'arrive très vite. Oui, ma chérie. Oui, à tout à l'heure. Oui. Ah, mademoiselle! S'il vous plaît! Tous ceux qui... Oh, scusi, la rifaccio, un buco. Qua non va bene, provo là, va bene? Alors, allez-y, c'est quand vous voulez. Sì, certo, il monologo di Mirandolina, atto primo? Ben oui, c'est ce que vous avez suggéré, non? En effet, c'est le plus simple de prendre le premier acte. Oui, voilà. Allez. Autrement, on passe directement à la scène avec le chevalier, si vous préférez. No, va bene, un momento, sto solo cercando come farlo e da dove cominciare, insomma. D'accord, je vous laisse entièrement libre pour ça, vous pouvez vous placer où vous voulez. Voilà, je vous demande simplement une seule chose, c'est que nous avons décidé de parler en français. Voilà, exclusivement en français, d'accord? D'accord, c'est vrai. Je me rappelle très bien, soyez tranquille, à partir de maintenant, nous parlons qu'en français. Très bien, alors, vas-y, allez-y, étonnez-moi et faites-moi rire, s'il vous plaît. C'est ça. Allez-y. Ma forse perché sono entrata da quella quinta, se io provo piuttosto da questa quinta, forse è meglio... Qu'est-ce que j'entends là? Ah, mi scusi, ho parlato in italiano. Excusez-moi, c'est le trac. Donc, je commence où je veux, c'est ça, hein? Mais comment? Comment quoi? Comment? Je ne vais pas vous dire comment, moi. Comme vous le sentez, improviser, je ne sais pas, moi, inventer des mots que vous ne vous rappelez pas, que... à ce stade-là, je m'en fous du texte, moi. L'important, c'est de sortir des émotions. Pardon, monsieur l'ambassadeur. Non, mais écoutez, elle a pris son texte, elle devrait le savoir. Hein? Captez mes intentions, captez nos intentions, on est tous là pour vous écouter. Alors, vous connaissez tout ça par cœur. Au cinéma, ça doit être pareil qu'au théâtre, non? Oui, bien sûr, mais bon, c'est que... En fait, je veux juste comprendre comment vous voulez la mettre en scène, cette locandiera, non? Ouais. Il faut bien que vous me parliez, je sais pas moi, du personnage un minimum, et que je capte vos intentions, non? Comme ça, je décide moi aussi si je dois le faire ou non. C'est comme ça qu'on fait, non? Oui, bien sûr, oui. Enfin, vous savez, je vais vous dire une chose. Ce sont eux qui ont pensé à vous. C'est monsieur l'ambassadeur qui a insisté. Moi. Bon, d'accord, c'est vrai que moi aussi, j'étais d'accord. Enfin bon,
Comme vous le connaissez, ce sont vos amis. Hein. Ma Gian Domenico Magliano? Oui, absolument. Faccia fare brutte Bon, écoutez, attendez, monsieur l'ambassadeur, excusez-moi, comme vous n'avez pas l'air d'être tout à fait prête, comme vous n'êtes pas prête, je vais commencer par le monologue du chevalier dans la locandiera, et vous allez enchaîner derrière. Vous êtes d'accord? Ok. Allez, attention, on y va. Alors, je lis la lettre, hein? Cher ami, je dois vous prévenir qu'il va falloir rentrer chez vous. Arnoldo Manna est mort. Aïe, aïe, je suis désolé pour ce pauvre homme, mais il a laissé sa fille unique et nubile, héritière de 150 000 écus. Tous vos amis voudraient que ce soit à vous qu'échoit une pareille fortune et... Attendez, j'ai rien à voir avec ça, moi. Ils savent pourtant bien que je ne veux pas de femme sur les bras. Quant à l'argent, tant que je vis seul, je pourrais en avoir autant que je voudrais. Et si je ne le suis plus, ben j'essaierai quand même, hein. Avoir une femme, moi, oh là là là, avoir la fièvre carte plutôt. Bon, allez-y à vous, c'est à vous maintenant, hein. Attention, vous faites ça. Fin 18e, début 19e. Hein. Bon, pas trop de violet ou de rose, non, du bleu. Vous voyez ce que je veux dire? Du bleu. Mettez-moi du bleu. Allez-y, c'est à vous. Très bien. Je vous écoute. Puis-je entrer, monsieur le chevalier? Oui, je compris, vous avez demandé du linge plus fin, vous m'avez dit? Oui. Bon, allez-y alors. Daignez l'examiner, il en vaut la peine. Bien, très bien, alors posez-le là. Ce sont des draps de Reims, des draps français. Touchez, touchez, vous verrez. Ah ben effectivement, oui, ils sont très fins, vous n'en demandez pas tant. On dit qu'elle est aimable, c'est vrai, il faut le reconnaître, mais enfin bon. Je me demande quelle femme pourrait supporter un rustre pareil. Je réserve mon linge de qualité aux personnes de qualité et ne donnerai pas celui-là à un autre. Alors donc, vous dites ça à tout le monde, hein? Non, un gentilhomme tel que vous mérite des attentions que je n'ai pas pour tout le monde. Bien, 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 bien. Elle veut me plaire, c'est normal. Voilà bien les femmes, toutes les mêmes. Je commence à me demander si je vais y arriver. Mais je ne m'y laisserai pas prendre. Que voulez-vous pour votre déjeuner? Mais ce qu'il y aura. J'aimerais quand même connaître vos goûts et savoir si une chose vous plaît plus qu'une autre. Dites-le en toute liberté. Et tenez, si je veux quoi que ce soit, je demanderai au valet de chambre. Oui. Mais un homme n'aura jamais l'attention et la patience que nous avons pour ces choses-là, nous autres femmes. Si vous aimez tel bon petit plat ou telle bonne petite sauce, faites-moi le plaisir de me le dire et je vous ferai celui de vous les procurer. Je vous remercie de me le proposer, mais ne croyez pas que vous tirerez avec moi les mêmes résultats que vous avez obtenus du comte et du marquis. Ah, les malheureux! Vous avez vu? Ils viennent sous prétexte de se loger. En réalité, c'est pour faire la cour à la logeuse. Mais dans notre métier, nous avons autre chose à faire que d'écouter leurs fadaises. Nous avons en tête notre propre intérêt. Et si nous leur disons quelques gentillesses, c'est pour conserver leur clientèle. En tout cas, moi je ris comme une folle des illusions qu'ils se font, en croyant m'en donner avec toute leur flatterie. Bravo, j'aime bien votre sincérité. Je crois que dire la vérité, c'est ma principale qualité. Oui, sauf avec ceux qui vous font la cour. Là, vous savez feindre. Moi? Feindre? Ah, demandez à ces messieurs qui veulent me faire croire qu'ils meurent d'amour pour moi si je leur ai jamais donné la moindre raison de se flatter, la moindre espérance. Ah, je ne les chasse pas, ce serait contraire à mes intérêts, mais j'ai souvent envie de le faire, et je déteste autant leur manière efféminée que je déteste voir une femme courir derrière un homme. Regardez-moi. Je ne suis plus une gamine, je ne suis pas une beauté, mais j'ai eu des occasions. Pourtant, je n'ai jamais voulu me marier. Et savez-vous pourquoi? Parce que je tiens trop à ma liberté. Oui, non, rien ne vaut la liberté, c'est tout à fait vrai. Et cependant, combien la perd bêtement? Mais parce qu'ils ne savent pas faire comme moi. Maintenir leur distance. Votre seigneurie est-elle mariée? Mariée? Oh là là, Dieu m'en garde, pas de femme. Ah, bravissimo! Et continuez comme cela parce que les femmes... Mais ce n'est pas à moi d'en dire du mal. Ah, vous êtes vraiment la première femme que j'entends parler de cette façon. Je vais vous dire une chose. Nous autres aubergistes, nous voyons et nous entendons beaucoup de choses. Eh bien, quand je vois qu'un homme craint les femmes, je lui donne raison. Il y a de quoi? Curieuse femme elle-même.
Avec votre permission. Non, attendez, vous partez déjà? Moi, je ne voudrais pas être importune. Mais vous ne l'êtes pas, votre présence me fait plaisir. Vous m'amusez. Pas vraiment. Quand je plaisante avec les autres, ils s'imaginent aussitôt... Ah, vous comprenez. Et ils en profitent tout de suite pour jouer les amoureux transis. Quel manque de caractère, n'est-ce pas? S'amouracher d'une femme à première vue. Oh, ça, je n'ai jamais pu comprendre ça. Ils croient être des hommes, des vrais. Ce ne sont que des femmelettes. Mais bien sûr. Faiblesse et misère de l'humaine nature. Monsieur le chevalier, donnez-moi votre main. Et pourquoi? Daignez me faire ce plaisir. Voyez bien que les miennes sont propres. C'est la première fois que j'ai l'honneur de tenir dans ma main la main d'un homme qui pense vraiment comme un homme. Ah bon? Bon, allez, ça suffit maintenant, hein? Bon. Ah, si j'avais pris la main de l'un de ces messieurs, il aurait cru aussitôt que j'étais folle de lui. C'est bien pourquoi je ne leur permettrai jamais cette liberté pour toute l'or du monde. Tout. Quoi? Tout l'or du monde. Tout, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Tout, c'est masculin, et tout, c'est féminin. Voilà, pas la même chose. Va bene. Hein. Tout l'or du monde. Bon. Ils ne savent pas se tenir, tandis qu'avec vous, on ne risque rien. Oh, quel plaisir pouvoir bavarder en toute liberté d'esprit, sans attachement ni malice, sans toutes ces minauderies et ces affectations tellement ridicules. Mais mon rôle est de recevoir des autres. Des ordres. Le vôtre, celui d'en donner. Faites-le, j'obéirai comme je ne l'ai jamais fait avec personne. Tiens, pourquoi un pareil traitement de faveur pour moi? Je vous l'ai dit, parce que je sais que vous n'abuserez pas de mes intentions pour vous. Cette femme a quelque chose d'extravagant que je ne parviens pas à comprendre. Le chat sauvage va bientôt rentrer ses griffes et ronronner comme un matou. Bon, allez, à présent, si vous avez affaire, ne restez pas pour voir. Les affaires de la maison m'appellent en effet. Voilà mes vrais amours et mes seuls passe-temps. Si vous avez besoin de quelque chose, j'enverrai le valet de chambre. Bien, non, si vous venez quelquefois, ça sera bien aussi. Hein. J'ai pour règle absolue de ne jamais aller dans la chambre des clients. Mais si c'est la vôtre, et si je passe par là, j'entrerai un moment. Ah bon, et pourquoi? Ah, parce que, très illustre Seigneur, vous me plaisez d'une façon extrêmement extrême. Bon, tant que ça. Oui, parce que vous êtes un homme, un vrai, pas une de ces mauviettes qui passent leur temps à tomber amoureuses. Oui, il tombe amoureux de moi lui aussi avant ce soir où je rentre au couvent. Bon, bah c'est bien, c'est pas mal. Hein, bravo. Ah bah merci, bah toi aussi bravo hein. Je savais que tu t'es fait pour des rôles d'ours. Mais dis-moi vraiment, sincèrement, comment j'ai été? Vous avez été parfaite et finalement vous avez pas mal travaillé votre texte, c'est bien, bravo. Bon, vite fait, je l'ai lu comme ça en Et passant. vous étiez sûr d'avoir le rôle, hein? Alors tu es vraiment content de moi? Ah ouais. Oui, mais alors justement, d'ailleurs, c'est plus le moment de partir parce qu'il nous reste encore énormément de scènes à voir. Quoi? Maintenant? Ben oui, maintenant, oui, c'est maintenant que je commence à avoir envie. Tu comprends? Maintenant que nous commençons à découvrir les choses comme si nous étions en terrain vierge. Allez, vite, on enchaîne très vite sur l'acte 2. Ma qu'est vite, ma qu'est de deuxième acte. Il est où le terrain vierge? Ah, maintenant parce qu'il a envie. Maïta Chid, j'improvise depuis une heure, fais le violet, fais le jaune, fais l'orange. Et maintenant, plus vite. Et regarde-moi, au milieu d'un décor, c'est un décor ça? C'est un théâtre ça? Au milieu de deux pupitres, comme ça, en plein courant d'air. Ma vous vedete che mi piglia pure una bronchita per la faccia tua. Ma chi ti pensa? J'en ai marre, moi, de ces metteurs en scène qui improvisent. Non ne posso più, sempre questo padena d'anima. E voi vedete che mi scordo pure la battuta? E voi vedete che non sa ce fa? Hein? Ah oui, pardon, exclusivement en français. Eh bien, j'en ai marre du trac. J'en ai marre de la part du public. Tu as raison, je vais faire du cinéma. Eh ben ouais. On souffre pareil, mais ça dure moins longtemps. Hai vinto, t'as gagné. Et tu peux dire à monsieur l'ambassadeur Gian Domenico que ça n'a pas marché avec moi. Et amen. Et non mi chiamare più perché io non vengo. Et voilà. C'était un extrait de Duetto
de Marcello Scuderi, qui non seulement été un grand ami et l'assistant de Maurizio Scaparro, mais qui est aussi un ami puisqu'il vit à Paris, que je le rencontre souvent, et il a eu la gentillesse de nous confier un extrait de son spectacle Duetto qu'il a écrit et qui est en même temps mélangé de scènes de la Locandiera dont vous avez pu voir un extrait. Alors, merci Marcello pour ton aide. Et puis, puisque nous sommes ici pour honorer un des plus grands auteurs de théâtre italien et peut-être même du monde, Carlo Goldoni, nous allons alterner, si vous voulez, quelques scènes de comédie de Goldoni avec ses mémoires dont Maurizio disait qu'il les avait écrites en français, ce qui est vrai, et que nous allons prendre, peut-être pas dans leur totalité, parce que le temps nous presse, mais que nous allons prendre quelques extraits que je voudrais vous confier, car ils sont vraiment très savoureux. Il y a un endroit sous ce règne de Louis XV, qui est un endroit où se développe une vie intense et importante pour la vie de la nation, mais importante aussi pour la société française, c'est Versailles, bien sûr. Alors, il s'approche petit à petit de Versailles pour rencontrer le monde, la cour, la fameuse cour du roi Louis XV. Il avait eu l'honneur de connaître Madame la duchesse de Narbonne à la cour de Parme. Cette femme le reçut avec bonté, le présenta le même jour à son auguste maîtresse, et Goldoni fut installé sur le champ au service de Mesdames de France. Alors ce fut Madame Adélaïde, la fille de Louis XV, qui m'occupa la première pour l'exercice de la langue italienne. Je n'avais pas encore de logement à Versailles. Elle m'envoyait chercher avec une chaise de poste, et ce fut dans une de ces voitures que je manquais de perdre la vue. J'avais la folie de lire en marchant. C'était les lettres de la montagne de Jean-Jacques Rousseau qui m'intéressaient dans ce moment-là. Je perds un jour, tout d'un coup, l'usage de mes yeux. Le livre me tombe des mains, je n'y vois pas assez pour le ramasser, je me crois perdu. Il me restait cependant assez de facultés visuelles pour distinguer la lumière, donc je descends de ma chaise, je monte à l'appartement, j'entre déconcerté, agité, dans le cabinet de Madame la Princesse, qui s'aperçoit de mon trouble. Elle a la bonté de m'en demander la cause, je n'ose pas lui dire la réalité de mon état, je me flatte de pouvoir tant bien que mal remplir mon devoir, je trouve le tabouret à sa place, je m'assieds comme à l'ordinaire, je reconnais le livre que je devais lire, je l'ouvre. Oh ciel! Je ne vois que du blanc. Alors je suis forcé d'avouer mon malheur. Il n'est pas possible de peindre la bonté, la sensibilité, la compassion de cette grande princesse. Elle fait chercher tout de suite dans sa chambre des eaux salutaires pour la vue. Elle permet que je bassine mes yeux. Elle arrange les rideaux de manière qu'il n'y reste qu'un petit jour pour distinguer les objets. Ma vue revient petit à petit. J'y vois peu, mais j'y vois assez. Ce ne furent pas les eaux qui firent le miracle, mais les bontés de Madame qui donnèrent de la force à mon esprit et à mes sens. Je reprends le livre, je me vois en état de lire, mais Madame ne le veut pas. Elle me renvoie, elle me recommande à son médecin, et en peu de jours, mon œil du côté droit reprend sa vigueur ordinaire, mais l'autre, je l'ai perdu pour toujours. Je suis borgne, c'est une petite incommodité qui ne me gêne pas infiniment et qui ne paraît pas extérieurement. Mais il y a des cas où elle ajoute à mes défauts et à mes ridicules. C'est par exemple à une table de jeu que je me rends, cela incommode la société. Il faut que la lumière soit placée au-dessus de moi, sur mon jeu, mon bon côté. Alors s'il y a une dame de la partie qui est dans le même cas que moi, elle n'ose pas l'avouer, et voilà, et elle trouve ma prétention ridicule. Au brelan, on place les bougies au milieu de la table, je n'y vois rien. Au whist, on change de partenaire. Au trécept, on change de compagnon. Alors il faut que j'apporte un flambeau avec moi. Indépendamment du défaut de mes yeux, j'en ai encore de plus singulier. Je crains la chaleur en hiver et la fraîcheur en été.
Il me faut des écrans qui me garantissent du feu, une fenêtre ouverte le soir, mon rhume dans les plus fortes chaleurs. Je ne sais pas comment des dames que j'ai l'honneur de connaître peuvent me souffrir et me faire tirer une carte pour être de leur parti. C'est qu'elles sont bonnes, qu'elles sont honnêtes. C'est que je joue à tous les jeux, que je ne refuse jamais aucune partie, que le gros jeu ne m'épouvante pas, que le petit jeu ne m'amuse pas moins, que je ne suis pas mauvais joueur et que, sauf mes défauts, je suis le bon diable de la société. Au bout de 6 mois de service, j'eus mon logement au château de Versailles. On me donne un appartement qui était destiné pour l'accoucheur de Madame la Dauphine, dont cette princesse pouvait disposer, vu le mauvais état de la santé de Monsieur le Dauphin. Il y eut dans le mois de mai de la même année 1765 un petit voyage à Marly. Je suivis mesdames et je jouis de ce séjour délicieux. Mais ce qui augmente les plaisirs et les agréments de cette partie de campagne, c'est le salon de jeu. Tout le monde peut y entrer, enfin tout le monde connu. Et il y a des travées pour ceux qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas pénétrer dans le cercle. Je préférais une place dans les travées pour voir la première fois l'arrivée du roi et de sa suite dans ce salon d'un coup d'œil frappant. Le roi rentre, suivi de la reine, des princes, des princesses, de tout son cortège, prend sa place à la grande table environnée de tout ce qu'il y a de plus grand dans le royaume. La reine faisait ce jour-là sa partie au Cavagnol, Madame la Dauphine et Mesdames de France tenaient différentes tables de jeu. À un moment, on m'aperçoit, à l'endroit où j'étais, on me fait dire de descendre, et je me vois confondu dans la foule des seigneurs, des ducs, des ministres, des magistrats. On jouait au lance-quenet à la table du roi, où chacun tenait la main à son tour. On disait que Louis XV était heureux au jeu. Alors j'attendis que ce fût lui qui tint la banque. Je donnais 6 louis à jouer pour mon compte en faveur de la banque, et je gagnais. Malgré les plaisirs qui faisaient le but principal de cette agréable partie de campagne, j'avais tous les jours mes heures réglées pour travailler avec mesdames. Je me trouvais un jour sur le passage d'une de mes augustes écolières qui allait se mettre à table. Elle me regarde, elle me fait « à tantôt ». Tantosto en italien, ça veut dire immédiatement. Alors je crois donc que la princesse veut prendre sa leçon à la sortie de son dîner. Donc je reste et j'attends aussi patiemment que possible que l'appétit me le permettait. Et enfin, à 4 heures du soir, la première femme de chambre vient me chercher et me fait entrer. La princesse, en ouvrant son livre, me fait la question qu'elle avait l'habitude de me poser presque tous les jours. Elle me demande où j'avais dîné ce jour-là. Nulle part, madame, lui dis-je. Comment dit-elle? Vous n'avez pas dîné? Non, madame. Mais êtes-vous donc malade? Non, madame. Mais pourquoi donc n'avez-vous pas dîné? C'est parce que madame m'avait fait l'honneur de me dire à tantôt. Ce mot prononcé à 2 heures ne veut-il pas dire au moins à 4 heures de l'après-midi, me dit la princesse? Cela se peut, madame, mais ce même terme signifie en italien tout à l'heure, immédiatement. Alors voilà la princesse qui se met à rire, qui ferme son livre et qui m'envoie dîner. Il y a des termes français et des termes italiens qui se ressemblent et dont l'acception est tout à fait différente. Je donnais encore et souvent dans des quiproquos, et je puis dire que le peu de français que je sais, je l'ai acquis pendant les 3 années de mon emploi au service de ces dames. Elles lisaient les poètes et les prosateurs italiens. Je bégayais une mauvaise traduction en français. Elles la répétaient avec grâce, avec élégance. Et le maître apprenait plus vite qu'il ne pouvait enseigner. Alors, on va faire un tout petit retour sur Molière, si vous le voulez bien. Je vous ai dit qu'il avait écrit, que Goldoni avait écrit une pièce sur la vie de Molière. Et puis il a écrit aussi une pièce qui s'appelle L'Avare. Alors, j'ai eu envie de vous dire 2 monologues. Un monologue de l'Avare de Goldoni et un monologue de l'Avare de Molière.
Vous verrez, deux styles d'écriture, deux approches différentes, deux situations aussi différentes, deux personnages différents. Mais c'est amusant de les entendre. Goldoni, le personnage s'appelle Ambrogio. Il suffit d'un peu d'ordre et de conduite. Il n'y a qu'un an que mon fils est mort, et je me trouve avec une avance de 2000 écus. Le ciel sait combien j'ai été touché par la mort de mon fils unique. Mais eût-il vécu encore un même nombre d'années, mes revenus n'y suffisaient plus. Il lui fallut attaquer le capital. C'est effrayant, ça, quand j'y songe. Attaquer le capital. Ah, grande chose, l'amour paternel, il a ses droits, mais l'argent, quelle belle chose. Et il a ses exigences. Vous savez, si l'or a une belle couleur, une si belle couleur, il y a une raison. Et un si beau son. Quand j'y songe, quelle belle chose. Et là, je dépense encore plus que je ne devrais, parce que j'ai aussi ma belle-fille chez moi. Enfin, mon fils, quelle idée il a eu de se marier, puisqu'enfin... bref. Je voudrais bien m'en débarrasser de cette petite. Mais enfin, il y a la dot. À l'idée qu'il faudrait la restituer, j'en frémis, j'en tremble de fureur, d'indignation, comment faire? Je suis entre le marteau et l'enclume. Si elle demeure chez moi, elle me ronge jusqu'à l'os. Elle me grignote chaque jour un peu plus, sou par sou. Et si elle s'en va, eh bien elle arrache et emporte mon cœur. Quel affreux dilemme. Comment trouver une solution? Ah, une troisième, la bonne. Je donnerais n'importe quoi sauf de l'argent. N'importe quoi. Car ma belle-fille y compris. Ah, la vie est dure. On ne pense pas à tous les inconvénients lorsqu'on prend une femme. Elle a une dot, non, on ne la paye pas pour les soins du ménage, c'est sûr, mais elle mange tous les jours quand même. Et vous faites un enfant qui mange lui aussi, et qui grandit, qui veut se marier, à son tour, avec une femme encore. Ah, allons, bon. Voilà encore un autre fléau de l'Égypte qui s'abat et me poursuit malgré moi, comme si j'étais un pharaon. Tiens, encore un legs de mon cher fils. Pourtant, il serait bien temps qu'il s'en allât, celui-là. Et Harpagon, alors Harpagon avec sa cassette, vous savez, on lui a piqué sa cassette, on lui a volé sa cassette, alors Harpagon, il est fou. Au voleur, assassin, meurtrier, justice, juste ciel, je suis perdu, je suis assassiné, on m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Mais qui peut être? Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Que ferais-je pour le trouver? Ou courir ou ne pas courir? N'est-il pas là? Non, il est ici peut-être. Qui est-ce toi? Arrête! Qu'est-ce que c'est que ça? Rends-moi mon argent, coquin. Ah, mon Dieu, mais c'est moi. Mon esprit est troublé. Et j'ignore où je suis, qui je suis, et ce que je fais. Hélas, mon argent, mon pauvre argent, mon cher argent, on m'a privé de toi. Et puisque tu m'as enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie, tout est fini pour moi. Et je n'ai plus que faire au monde. Sans toi, il m'est impossible de vivre. Sans effet, je n'en puis plus, je meurs. Ouf, je suis mort. Je suis enterré. N'y a-t-il personne qui veut me ressusciter en me rendant mon cher argent ou en me disant qui me l'a pris? Non? Pardon, que dites-vous? Ce n'est personne? Il faut que qui que ce soit qui ait fait le coup, qu'avec beaucoup de soin, on ait épié l'heure, et qu'on a choisi justement le temps que je parlais à mon traître de fils. Bon, allez, sortons. Allons quérir, je vais aller quérir la justice et faire donner la question à toute ma maison, aux servantes, aux valets, aux fils, à filles et à moi aussi. Voilà, la question. Oh, mais que de gens assemblés là. Je ne jette mes regards sur personne qui ne me donne des soupçons. Et tout le monde ressemble à mon voleur. Attendez, de quoi est-ce qu'on parle là? Quoi? De celui qui m'a dérobé? Et quel bruit fait-on là-bas? Quoi? Est-ce mon voleur qui y est? Non! Oh, de grâce, sinon c'est des nouvelles de mon voleur, je supplie qu'on me le dise! Qu'on me le dise! N'est-il pas caché là?
Hein? Parmi vous, regardez, là, ils me regardent tous comme ça, là. Ils font semblant de sourire, hein? Ah! Vous verrez qu'ils ont part, sans doute, au vol que l'on m'a fait. Allons, vite! Des commissaires, des archers, des prévôts, des juges, des gènes, des potences et des bourreaux. Je veux faire pendre tout le monde. Et si je ne retrouve pas mon argent, je me pendrai moi-même après. Voilà deux approches de l'avarice qui sont assez rigolotes. On voudrait, puisque nous sommes dans ce merveilleux petit théâtre de l'ambassade d'Italie, revenir à nos premières amours et voir comment ils ont évolué depuis une heure que nous parlons. On va revenir à la locandiera. Voici une deuxième scène entre la locandiera Mirandolina et le chevalier. Gran finezza, signora, al suo cameriere. E per questo che cosa vorrebbe dire? Si vede che ne siete invaghita. Io innamorata di un cameriere? Mi fa un bel complimento, signore. Non sono di così cattivo gusto io. Quando volessi amare, non getterei il mio tempo sì malamente. Ma voi meritereste l'amore di un re? Del re di spade o del re di coppe? No, parliamo sul serio, Mirandolina, e lasciamo gli scherzi. Parli pure, che io l'ascolto. No, non potreste per un poco lasciare di stirare? Ah, perdoni, mi preme allestire questa biancheria per domani. Mi preme dunque quella biancheria più di me. Sicuro? E ancora lo confermate? Certo, perché di questa biancheria me ne ho da servire e di lei non posso far capitargli niente. Anzi, potete disporre di me con autorità. Che egli non può vedere le donne? Ma non mi tormentate più. Vi siete vendicati abbastanza. Stimo voi. Stimo le donne che sono della vostra sorte. Seppur ve ne sono. Vi stimo. Vi amo. E vi domando pietà. Faremo sapere alle altre donne. Ridete? Rido perché mi burla. Mirandolina, non posso più. Le vien male? Sì, mi sento mancare. Tenga il suo spirito di Melissa. Dai, non mi trattate con tanta asprezza. Credetemi, vi amo, ve lo giuro. Aia! Oh, perdoni, non l'ho fatto apposta. Pazienza, questo è niente. Mi avete fatto una scottatura più grande. Dove, signore? Nel cuore! Fabrizio? No, per carità. Non chiamate colui. Ma se ho bisogno dell'altro ferro. Fabrizio? Aspettate, chiamerò io il mio servitore. Fabrizio? No, giuro al cielo, se viene con lui, gli spacco la testa. Oh, questa è bella. Non mi potrò servire della mia gente? Chiamate un altro. Con lui non lo posso vedere. Mi pare che gli s'avanzi un poco troppo, signor cavaliere. Beh, compatitevi se sono fuori di me. Andrò io in cucina e sarà contento. No, cara, fermatevi. È una cosa curiosa questa. Compatitemi. Non posso chiamare chi voglio, non posso andare dove voglio. No, lo confesso. Ho gelosia di colui. Mi segui come un cagnolino. Questa è la prima volta che io provo che cosa sia amore. Nessuno mi ha mai comandato. Non vi comando, vi prego. Che cosa vuole da me? Amore, compassione, pietà. Un uomo che stamattina non poteva vedere le donne, oggi chiede amore e pietà. Non gli abbado, non può essere, non gli credo. Crepa, schiatta, impara a disprezzare le donne, c'è. Maledetto il punto in cui ho principiato a mirar costei. Sono caduto nel laccio e non vi è più rimedio. Meritereste che io pagassi gli inganni tuoi con un pugnale nel seno. Maledico le tue lusinghe, le tue lacrime, le tue finzioni. Tu mi hai fatto conoscere quale infausto potere abbia sopra di noi il tuo sesso. E mi hai fatto imparare che per vincerlo non bastano disprezzarlo, ma ci conviene fuggirlo.